Aujourd'hui, on va traiter le sujet Synapse Info qui est tombé en 2007. Synapse Info est une SS2I assez importante spécialisée en informatique de gestion. Ses collaborateurs, plus de 200 salariés en décembre 2006, interviennent sur les sites de ses différents clients dans le cadre de projets. Et donc, on va s'intéresser au dossier 1 de ce sujet, gestion des prestations contractuelles. La société Synapse Info a décidé de gérer le suivi et la rentabilité de ses contrats de prestation. La facturation de ces contrats ne fait pas partie du domaine d'étude. Ok, alors première partie, la gestion des clients. Les clients de Synapse Info sont des sociétés répertoriées et classées par activité. Un client appartient à un seul secteur d'activité. Alors déjà, on nous parle de clients, on nous parle de secteur d'activité et on nous explique même le lien entre client et secteur d'activité puisqu'un client n'appartient qu'à un seul secteur. D'ailleurs, on nous donne un exemple, le client BPN appartient au secteur banque et finance. Et juste après, on nous précise, on conserve le code, la raison sociale et l'adresse de chaque client. Donc on sait déjà ce qu'on doit mettre au niveau de client. Ça nous pousse à faire directement là une entité client dans laquelle on va mettre le code, la raison sociale et l'adresse du client. Puis on peut s'occuper du secteur d'activité dans lequel on va mettre un minimum vital, c'est-à-dire un code et un libellé de secteur. Il ne reste plus qu'à faire le lien, la dépendance fonctionnelle entre client et secteur, puisqu'on nous dit bien qu'un client n'appartient qu'à un seul secteur d'activité. Ensuite, on nous dit les clients possèdent un ou plusieurs sites localisés dans des lieux géographiquement différents. Un site est caractérisé par des informations précisant sa localisation, nom du site, adresse du site et le nom du référent opérationnel. Un numéro séquentiel permet de distinguer les différents sites d'un même client. Alors, évidemment, là, on nous pousse à faire une entité site dans laquelle on va mettre les informations qu'on nous a citées, c'est-à-dire le nom du site, l'adresse, le nom du référent. Et pour respecter la dernière phrase, un numéro séquentiel permet de distinguer les différents sites d'un même client. Alors, on comprend bien qu'un site n'appartient qu'à un client peut avoir plusieurs sites, mais que les sites sont numérotés par client. Donc on a un lien relatif entre site et client pour pouvoir numéroter, pour pouvoir identifier le site par rapport au client, c'est-à-dire qu'il y aura code client plus le numéro de site. Premier site du client, deuxième site du client, etc. Donc c'est bien un lien relatif qu'on doit faire entre site et client. Ensuite, on attaque la partie des salariés. Alors, on nous dit, parmi les employés de la société Synapse Info, on distingue deux catégories de salariés. Donc on va avoir un ensemble d'informations sur les salariés chargés de l'activité commerciale et puis un ensemble d'informations sur les salariés chargés des interventions chez les clients. Alors, on ne sait pas a priori si les informations vont être vraiment différentes, mais vu comment c'est présenté, on s'en doute un peu. Donc on se doute qu'on part vers un héritage. Alors, on va commencer simple. On va faire comme si les informations étaient séparées. Donc, les commerciaux démarchent et négocient les contrats de prestation auprès des entreprises clientes. Un secteur d'activité peut être prospecté par plusieurs commerciaux, mais chaque commercial est spécialisé dans un secteur d'activité. Donc, on sait déjà qu'on va devoir gérer des commerciaux et qu'un commercial, on veut savoir quel est le secteur d'activité dans lequel il travaille. Donc ça va nous pousser à faire, faisons une entité commerciale. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je vais au moins faire la dépendance fonctionnelle vers secteur pour savoir dans quel secteur d'activité il intervient. On nous donne d'ailleurs un exemple, par exemple, Loïc Morel prospecte le secteur d'activité banque et finance. Ensuite, on nous dit, pour chaque commercial, on conserve l'objectif de vente et le chiffre d'affaires réalisé chaque année. Alors, ces informations sont des informations à mémoriser chaque année. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre l'objectif de vente et le chiffre d'affaires directement dans commercial. Ça voudrait dire qu'on n'en retient qu'un. Non, il faut en retenir plusieurs. Donc, on a besoin... logiquement, on ferait une association entre commercial et année pour pouvoir, à l'intérieur de cette association, mémoriser le chiffre d'affaires et l'objectif de vente. Sous Meurice 2, on va faire plutôt une entité qui va mémoriser cet historique, ce chiffre d'affaires et cet objectif de vente, en faisant tout simplement un lien relatif à partir de l'année vers commercial. Donc on va faire tout de suite cette entité.
Et on va faire donc une dépendance fonctionnelle, mais un lien relatif de CA vers commercial, parce que le chiffre d'affaires, ça sera donc l'identifiant du commercial qu'on n'a pas encore mis, mais ça ne va pas tarder, plus l'année. Donc un identifiant, un commercial précis plus une année précise me donnera son chiffre d'affaires et son objectif de vente. Donc là, on a bien affaire à la gestion d'un historique. Ensuite, on nous dit on mémorise également leurs coordonnées téléphoniques fixes et portables. Donc ce sont des informations simples que l'on va pouvoir mettre directement dans l'entité commerciale. Voilà en ce qui concerne les commerciaux. Maintenant, on va passer donc aux salariés chargés des interventions chez les clients. Alors, chaque intervenant est décrit par son numéro d'études, son niveau d'études et sa maîtrise de la langue anglaise. Donc là, déjà là, on a bien compris que du coup, entre les intervenants et les commerciaux, on a des informations qui sont spécifiques aux deux. Ça va nous pousser à faire effectivement un héritage ou bien à séparer complètement commercial d'intervenants. Alors faisons plutôt un héritage puisqu'on nous parlait globalement des salariés. Donc je vais faire d'abord une entité intervenant. Et je vais faire donc l'entité mère qui va être l'entité salariée. Alors vous vous doutiez bien que si je n'avais pas mis d'idées et d'informations du genre le nom, les informations dans commercial, c'est que j'étais bien parti dans l'idée de faire un héritage. Sinon j'aurais mis l'idée directement là-dedans. Donc dans salarié, je vais mettre ce qui est commun à tous les salariés. Alors on se doute que c'est au moins, vous voyez dans le tableau on voit nom et prénom, donc il va y avoir au moins le nom et le prénom commun à tous les salariés. Et à partir de là, je vais pouvoir faire l'héritage, donc commercial et intervenant, héritant de salariés. La contrainte XT, contrainte de partition, est assez logique, puisque a priori, on voit qu'il n'y a que deux catégories de salariés. Donc les salariés sont forcément soit des commerciaux, soit des intervenants, et ils ne peuvent pas être autre chose, ils ne peuvent pas être les deux en même temps. Alors on va enfin traiter la ligne que j'avais surlignée. Chaque intervenant est décrit par son niveau d'études et sa maîtrise de langue anglaise. Alors soit vous faites, et ça paraîtrait assez logique, de faire une entité pour recenser les différents niveaux d'études et une entité pour recenser les différents niveaux de maîtrise de la langue anglaise, ce qui donnerait donc deux dépendances fonctionnelles. Alors je vais faire simple parce que le sujet est assez copieux, donc je vais juste mettre le niveau d'études et la maîtrise de l'anglais directement dans l'intervenant, mais dans la réalité, ça serait plus propre de vraiment séparer les choses. Ensuite, on nous dit il est qualifié pour intervenir sur un ou plusieurs domaines techniques. Et d'ailleurs, dans le tableau, l'exemple qu'on voit en dessous, on voit les codes de domaine et les libellés de domaine. Donc là, ça doit nous pousser à faire déjà une entité domaine, dans laquelle on va mettre au moins le code et le libellé du domaine, et faire une association entre intervenant et domaine, puisqu'on nous dit qu'il est qualifié pour intervenir sur un ou plusieurs domaines, sachant qu'un domaine, on se doute bien qu'il peut y avoir plusieurs intervenants qui sont qualifiés pour ce domaine précis. Alors on pourrait se poser la question de la cardinalité ici, puisqu'on nous dit qu'il est qualifié pour intervenir sur un ou plusieurs. Donc logiquement, on devrait mettre un N ici. Personnellement, je préfère toujours laisser 0N parce que le fait de mettre un N suppose qu'au moment où on crée un intervenant, on doit obligatoirement tout de suite choisir au moins une qualification. Alors pourquoi pas, mais comment dire, ça nous force à gérer les choses d'une certaine façon, alors qu'en laissant 0N, on peut très bien gérer des intervenants sans tout de suite leur affecter une qualification, le faire dans un deuxième temps. Donc ça, c'est de l'ordre du détail, mais effectivement, personnellement, je préfère toujours laisser 0N. Ces domaines sont regroupés par famille technique. Donc là, on comprend qu'un domaine fait partie d'une famille et que dans une famille, on peut avoir plusieurs domaines, ce qui nous pousse à faire évidemment une entité famille dans laquelle on va mettre le minimum vital, c'est-à-dire qu'un ID et un libellé. Bon, j'ai mis un code, c'est pareil. On voit dans le tableau des exemples, vous voyez la famille AD, INT, et on voit sous le tableau AD, INT, architecture, distribuée et Internet. Donc on a bien un code et un libellé pour chaque famille. Et puis on nous dit que les domaines sont regroupés par famille, donc un domaine fait partie d'une seule famille, une famille peut avoir plusieurs domaines. On a bien affaire à une dépendance fonctionnelle classique qui part de domaine vers famille.
le prix de journée d'un intervenant pour chaque domaine technique varie en fonction des qualifications mises en œuvre. Donc ça veut dire que le prix de journée d'un intervenant, on ne peut pas le mettre dans intervenant, puisque ça dépend aussi du domaine mis en œuvre. Et on ne peut pas le mettre dans domaine, puisque ça dépend aussi de l'intervenant. C'est-à-dire que suivant les intervenants, il y en a qui sont mieux payés que d'autres, même s'ils interviennent sur le même domaine. Donc ça veut dire que le prix de la journée se met directement dans l'association de qualification, puisque ça dépend d'intervenants et de domaine. Alors, à titre d'exemple, la liste suivante présente un extrait des compétences des intervenants. Donc là, on retrouve l'idée, le nom, prénom de l'intervenant, qui est en fait un salarié. On retrouve l'ensemble des domaines dont est spécialisé l'intervenant. Donc ça, on l'a grâce à l'association avec domaine. On a à chaque fois le code domaine, le libellé de domaine, ce qu'on a enregistré dans l'entité domaine. Le prix par jour, alors on voit bien que les prix varient d'un domaine à l'autre pour le même intervenant. Et si on regarde bien pour le même domaine, par exemple DVCPP, et qu'on retrouve ici en DVCPP, en ce qui concerne Dubois-Pierre, il est payé 370 la journée, tandis que Durand-Mélanie est payé 350 la journée. Donc on a bien des prix différents, d'où ce qui justifie le fait que le prix de la journée ne se met pas non plus dans le domaine, il se met bien dans l'association. Et puis, chaque domaine fait partie d'une famille. Donc, vous voyez que là, on a 3 domaines différents qui font partie de la même famille. Et on nous donne des exemples de familles en dessous. Donc là, on a toutes les informations, on a pu modéliser toutes les informations qui sont au niveau de ce tableau. Alors, un domaine technique peut couvrir plusieurs domaines techniques. Par exemple, le domaine technique développement J2E couvre les domaines techniques développement JDBC et développement JDK. Le domaine développement JDBC est aussi couvert par le domaine développement middleware. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a besoin de gérer cette couverture de domaines, c'est-à-dire qu'un domaine peut en couvrir plusieurs autres et vice-versa. Et d'ailleurs, on nous dit un intervenant maîtrisant le domaine technique développement J2E ou développement middleware pourra donc être sollicité sur des interventions relevant du domaine technique JDBC. Et la couverture d'un domaine par un autre domaine doit être mémorisée. Donc là, on a affaire classiquement à une association réflexive, c'est-à-dire qu'un domaine couvre plusieurs domaines, donc on a besoin de faire des couples entre domaines pour savoir qui couvre quoi. Donc là, on va faire une association entre domaine et domaine. Voilà, on va pouvoir passer à la gestion des contrats. Alors, la société Synapse Info crée un contrat correspondant à la réalisation de prestations informatiques à la demande de l'un des sites d'une entreprise cliente. Donc, on nous pousse évidemment à gérer les contrats, donc de toute évidence à faire une entité contrat. Pour le moment, je n'ai mis qu'une idée dedans parce que je ne sais pas encore quelles sont les autres informations qui vont intervenir. Par contre, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est à la demande d'un des sites d'une entreprise client. Donc, on sait qu'on va avoir une dépendance fonctionnelle entre contrat et site pour savoir quel est le site qui demande ce contrat, sachant qu'un site peut très bien demander évidemment plusieurs contrats. Chaque contrat est suivi par un commercial de la société Synapse Info et placé sous la responsabilité d'un intervenant. Donc je veux savoir quel est le commercial qui s'en occupe et quel est l'intervenant qui est responsable de ce contrat. On a affaire tout simplement à 2 dépendances fonctionnelles. Alors ne faites pas vers salarié puisqu'il faut vraiment là distinguer encore une fois le commercial de l'intervenant. À la négociation du contrat, le commercial fixe une enveloppe financière et un nombre de jours de prestation. Alors le fait que ce soit le commercial qui fixe ces informations, on s'en moque totalement. On a déjà la dépendance fonctionnelle vers commercial, donc on sait déjà quel est le commercial qui s'occupe du contrat. Par contre, ce qu'on va mémoriser, c'est l'enveloppe financière et le nombre de jours de prestation, et ça, ce sont des informations qui vont directement dans le contrat. Chaque contrat est rattaché au site sur lequel seront réalisées les interventions. Mais ça, on l'a déjà, on a fait la dépendance fonctionnelle qui va vers site. Exemple. Alors, on va voir si dans les exemples, on a des informations complémentaires qu'on n'a pas encore gérées. Le contrat 1153 signé le 5 janvier 2007. Ah, donc là, on a la date de signature du contrat qu'il va falloir mettre dans le contrat.
Intitulé maintenance corrective d'application sous PHP. Donc on a aussi un intitulé de contrat qu'il va falloir mettre dans le contrat. Ne débutera que le 1er février 2007, date prévue du début de prestation estimée à 40 jours. Alors le nombre de jours, on l'a. Par contre, la date de démarrage, ça on l'a pas, hein, la date de début. Donc on va pouvoir l'ajouter dans le contrat. Et il a pour description évolution du module de gestion commerciale réalisé sous PHP. Donc là, on a une différence entre un intitulé et une description. Ça veut dire qu'il nous faut aussi une description dans le contrat. Voyons maintenant le deuxième exemple, le contrat 1183, donc on a bien un numéro de contrat, signé le 15 janvier 2007, on a bien la date de signature, intitulé audit de réseau, on a bien l'intitulé, débutera le 18 janvier, donc on a bien la date de début. Pour description, auditer la sécurité du réseau local, vérifier la procédure de sauvegarde, etc., etc. Donc ça, on a bien toute la description. La durée de prestation est estimée à 5 jours. Donc ça, c'est la durée, le nombre de jours, on l'a aussi. Voilà, donc ces deux exemples nous ont permis de compléter correctement l'entité contrat. On va pouvoir passer maintenant à la partie gestion des interventions. Parce qu'au niveau d'un contrat, on a compris qu'il peut y avoir plusieurs interventions. Chaque contrat donne lieu à une ou plusieurs interventions relevant chacune d'un domaine technique. Donc déjà, on nous pousse à faire une entité intervention. Alors pour le moment, je n'ai mis qu'une idée dans l'intervention. Par contre, on comprend bien qu'un contrat peut avoir plusieurs interventions et qu'une intervention ne concerne qu'un seul contrat. Donc on a une dépendance fonctionnelle à faire tout de suite entre intervention et contrat. Et on nous dit qu'une intervention relève d'un domaine technique précis. Ça veut dire que pour une intervention, j'ai un seul domaine, d'où une dépendance fonctionnelle qui va d'intervention vers domaine. Par exemple, une intervention concernera le domaine technique système d'exploitation Linux et une autre le domaine administration LDAP. Donc là, c'est bon, ça représente bien la dépendance fonctionnelle. La liste des interventions est négociée par le commercial à la signature du contrat. Bon, ça, c'est une phrase qui ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour autant qu'on va relier l'intervention au commercial. On nous dit que la liste des interventions est négociée par le commercial. Mais de toute façon, on connaît qui est le commercial responsable du contrat, et donc c'est le commercial qui va gérer l'ensemble des interventions, qui va négocier l'ensemble des interventions. Il négocie également le prix de journée contractuel pour chaque intervention. Là par contre c'est une nouvelle information, on a besoin de mémoriser le prix de la journée par intervention, qui n'a rien à voir avec par exemple le prix de la journée qu'on avait mis dans intervenant. Donc on a besoin de rajouter ce prix de journée dans intervention. Par exemple, le contrat 1287, signé le 26 janvier 2007, intitulé « Prestations sous Java pour le développement d'un site internet », comprend les interventions suivantes. Alors, on nous donne un exemple de liste d'interventions pour un contrat précis. Remarquez déjà les numéros. Le contrat, c'est 1287 et les interventions, c'est 1287.1, 1287.2, 1287.3. Donc on comprend que les interventions sont numérotées par contrat, première intervention, deuxième, troisième du même contrat. Donc ça doit nous pousser à faire un lien relatif entre intervention et contrat. Ensuite, on voit l'intitulé de l'intervention. C'est une information qu'on n'a pas encore, donc on va rajouter dans l'intervention. Puis on a la date de début, la date de fin, donc ce sont des informations aussi qui sont spécifiques à l'intervention. Ensuite, on a le prix de la journée, ça c'est quelque chose qu'on a déjà mis dans l'intervention. Le domaine technique, on l'a par la dépendance fonctionnelle qui va vers domaine, et l'état à faire. Et là, on nous dit d'ailleurs que, un peu plus loin, une intervention est identifiée par un numéro d'ordre associé au numéro de contrat, ça on l'a déjà fait, et elle peut être dans l'état à faire, planifié, en cours, etc. Donc on a une liste précise d'états, ce qui nous pousse tout de même à faire une entité état, dans laquelle on va mettre juste un ID et le libellé de l'état.
Alors, le sujet ne demande pas de garder l'historique des états et à quelle date chaque intervention est passée d'un état à l'autre. Ce n'est pas précisé dans le sujet. Donc, en gros, j'ai besoin surtout de savoir maintenant, à l'instant présent, dans quel état est une intervention. Donc là, on a affaire juste à une dépendance fonctionnelle d'intervention vers état. Sinon, il aurait fallu faire une association et mémoriser la date de début du passage à cet état, éventuellement la date de fin. Mais là, c'est juste une dépendance fonctionnelle pour savoir dans quel état est une intervention. Alors, j'avais juste sauté une phrase en dessous le tableau. Date de début et de fin correspondent aux dates prévisionnelles de début et de fin de l'intervention. Donc, ça n'a aucun souci, hein, c'est ce qu'on a mis, date, début et de fin, au niveau donc de l'intervention. On a fait donc ce paragraphe. Ensuite, on nous dit la phase de planification consiste à affecter un ou plusieurs intervenants à la réalisation de chaque intervention. Donc on a besoin de savoir quels sont les intervenants qui interviennent sur une intervention. Donc pour ça, on va faire une association tout simplement entre intervenant et intervention, puisque pour une intervention, il peut y avoir plusieurs intervenants, et un intervenant, évidemment, doit pouvoir intervenir sur plusieurs interventions différentes. Pour chaque intervention planifiée, on note la date réelle de début d'intervention au démarrage de celle-ci, ainsi que la date réelle de fin après la réalisation de l'intervention. Ah, alors attention, on avait marqué date début et date de fin, mais ça c'était finalement les dates de début et de fin prévisionnelles. Hein, c'était marqué juste ici, et on a besoin aussi de mémoriser la date de début et date de fin réelle. Du coup, il va falloir qu'on rajoute encore 2 attributs dans intervention. Pour permettre de suivre la rentabilité de chaque intervention, on notera la durée d'affectation de chaque salarié concerné. Donc cette durée d'affectation, c'est d'un salarié, donc d'un intervenant sur une intervention. Donc cette durée dépend de l'intervention et de l'intervenant. C'est une durée qu'on va mettre directement dans l'association. Enfin, on nous dit... Afin d'éviter des affectations incohérentes pour chaque intervention, il est important de prévoir des intervenants compétents dans le domaine technique correspondant. Alors, comprenez bien ce qui est demandé. Un intervenant est qualifié dans certains domaines techniques. Une intervention nécessite une qualification dans un domaine. Donc, on ne va affecter des intervenants que s'ils ont les compétences dans les domaines, enfin dans le domaine attendu pour l'intervention. Donc là, on a affaire très nettement à une contrainte. Alors, quel type de contrainte? Eh bien, très nettement, là, c'est une contrainte d'inclusion, c'est-à-dire que le domaine attendu pour l'intervention doit être inclus dans les domaines que l'intervenant possède pour pouvoir réaliser cette intervention. Donc déjà, on sait qu'on part sur une contrainte d'inclusion. Alors, quand on part sur une contrainte d'inclusion, la première chose à trouver, c'est le grand ensemble, c'est-à-dire dans quoi est inclus l'information qu'on recherche. Donc on recherche un domaine et il doit être inclus dans les domaines que l'intervenant a pour qualification. Donc le grand ensemble est ici. Ça veut dire que la flèche, je vais la faire pointer sur l'association qualification. Alors, petite information technique WinDesign pour savoir comment on obtient la flèche. En fait, vous faites d'abord un lien classique, hein, c'est-à-dire un lien associatif, et ensuite, il suffit de double-cliquer sur le lien. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et il suffit de sélectionner, voilà, qualification et la cible de la contrainte. Si vous le sélectionnez, vous allez avoir la flèche qui apparaît. Une fois que vous avez trouvé le grand ensemble, vous êtes forcément quand vous avez une contrainte d'inclusion multiple, vous êtes forcément dans un cercle, hein, dans quelque chose de fermé. Pourquoi? Parce qu'il va falloir pouvoir récupérer les informations tout autour. Donc ça veut dire que toutes les associations qui sont autour sont en lien direct sur l'inclusion. Je vous rappelle au passage qu'une dépendance fonctionnelle, c'est une association. Hein. Donc là, on a les liens directs. Il nous reste à trouver les pivots. Dans le cas d'une inclusion multiple, il n'y a aucun doute sur le fait que les pivots sont toujours autour du grand ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'intervenant et du domaine. Alors, je place déjà les pivots.
Alors, une petite remarque sur WinDesign. Pour obtenir ces pointillés, vous n'avez rien d'autre à faire que d'utiliser toujours le lien d'association. À partir du moment où c'est sur une entité, WinDesign comprend que c'est un pivot. À partir du moment où c'est sur une association, il comprend que c'est un lien direct. Donc là, on a une inclusion entre l'identifiant d'intervenant, donc l'idée de l'intervenant et le code du domaine. Il faut qu'en passant par la grande route, c'est-à-dire une intervention, on a plusieurs intervenants qui sont affectés à l'intervention et on a un domaine précis. Une fois qu'on a récupéré le domaine de l'intervention, on ne peut insérer dans affectation qu'un intervenant qui a la qualification de ce domaine. Donc le couple idée intervenant code de domaine doit exister par rapport au code du domaine de l'intervention et à l'idée de l'intervenant qu'on a récupéré par cette association. Donc voilà comment on place cette contrainte d'inclusion à portée multiple. Voilà, on en a terminé avec ce sujet qui était tout de même assez copieux. Il y avait pas mal de choses à traiter et pas mal de cas intéressants. Alors en plus des liens relatifs que l'on retrouve à plusieurs endroits, on avait une gestion d'historique, on avait aussi une association réflexive, un héritage, des associations binaires porteuses et puis une contrainte d'inclusion multiple qui était assez intéressante. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.